Je m'appelle Gordon, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais pensé que ma propre famille me trahirait de cette manière. Ce dîner fatidique chez ma sœur Madison a tout changé. Je sens encore l'eau froide couler sur mon visage alors qu'elle me lançait ces mots d'un air narquois. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais venu préparer pour la guerre, pas pour la réconciliation. Le regard sur leur visage quand j'ai sorti ces documents me procure encore de la satisfaction aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de se défendre contre l'injustice familiale. Je suis né dans la famille Reynolds, un nom synonyme de promotion immobilière dans notre ville. Notre entreprise familiale, Reynolds Property, existe depuis 3 générations, construisant tout, des complexes de bureaux aux appartements de luxe. Mon père, Frank, a commencé à travailler pour mon grand-père à seulement 16 ans, apprenant les ficelles du métier avant de reprendre l'entreprise dans la trentaine. Ma mère, Diane, venait aussi d'une famille aisée. Sa famille possédait plusieurs restaurants prospères à travers l'État. Ils se sont rencontrés lors d'un gala de charité, se sont mariés en 6 mois, et leur union était autant une fusion d'entreprise qu'un mariage. Madison est arrivée la première, l'enfant prodige né 7 ans avant moi. D'aussi loin que je me souvienne, elle était préparée pour reprendre Reynolds Property. Nos parents n'ont épargné aucune dépense pour son éducation, l'envoyant dans des écoles privées, des camps d'été prestigieux, et finalement dans une université de l'Ivy League où elle a obtenu une double spécialisation en commerce et en promotion immobilière. Les murs de sa chambre n'étaient pas décorés d'affiches de musiciens ou d'acteurs comme les autres enfants, mais de certificats encadrés, de prix académiques, et finalement de son diplôme d'école de commerce. En revanche, j'ai toujours été la dernière roue du carrosse. Ne vous méprenez pas, j'avais tout le confort matériel qu'un enfant pouvait désirer, mais le soutien émotionnel était rare. Mon père assistait à peine à mes événements scolaires, et quand il le faisait, il passait la plupart du temps au téléphone à conclure des affaires. Ma mère était physiquement présente, mais émotionnellement distante, plus soucieuse de maintenir les apparences que de nourrir son fils. Gordon, tiens-toi droit. Gordon, ce n'est pas comme ça qu'un Reynolds se comporte. Gordon, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? Les comparaisons constantes avec Madison ont été la bande sonore de mon enfance. Tandis que Madison embrassait l'héritage familial à bras ouverts, je me suis retrouvé à m'en éloigner. J'ai développé des intérêts différents, m'orientant vers la finance et l'investissement plutôt que la promotion immobilière. J'aimais les aspects analytiques, les tendances du marché, la façon dont l'argent pouvait travailler pour vous si vous compreniez les systèmes. Mon père a vu cela comme un rejet de l'œuvre de sa vie. Les propriétés sont tangibles, disait-il avec dédain. On peut les voir. Les toucher. Ce truc d'investissement, c'est de la poudre aux yeux. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire en finance, les dés étaient jetés. Madison était déjà vice-présidente de Reynolds Property avec son propre bureau d'anglais et son équipe d'employés. On s'attendait à ce que je rejoigne l'entreprise aussi, malgré mon parcours éducatif différent, mais j'ai refusé. Je voulais construire quelque chose de mon propre chef pour prouver ma valeur en dehors de l'ombre de la famille. Cette décision a créé la première grande rupture entre nous. Mes parents ne pouvaient pas comprendre pourquoi j'avais refusé un poste garanti dans une entreprise prospère. Madison l'a pris personnellement, comme si mon choix était une critique directe du sien. Le jour où je leur ai dit que j'avais accepté un poste dans une petite société d'investissement à la place, mon père ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Les années suivantes ont été difficiles. Tandis que la carrière de Madison montait en flèche chez Reynolds Property, prenant finalement la relève en tant que PDG lorsque notre père a pris sa semi-retraite, j'ai lutté. La société d'investissement que j'ai rejointe a fait faillite pendant la crise financière, et j'ai enchaîné les emplois pendant un certain temps en essayant de trouver ma voie. Chaque réunion de famille est devenue un exercice d'humiliation avec des pics subtils et moins subtils sur mes choix de carrière. Comment se passe la recherche d'emploi, Gordon, demandait ma mère assez fort pour que tout le monde entende, même pendant les périodes où j'étais employé. Malgré tout, j'ai continué à travailler, à apprendre, à développer mes connaissances et mes relations. Il y a 5 ans, j'ai finalement créé ma propre entreprise de conseil financier. C'était petit au début, juste moi travaillant depuis mon appartement, mais j'ai progressivement constitué une clientèle. Je me suis spécialisé dans l'aide aux propriétaires de petites entreprises pour optimiser leurs finances, établir des plans de retraite et naviguer dans les réglementations fiscales. Ce n'était pas glamour ou extrêmement rentable comme Reynolds Property, mais c'était un travail honnête qui aidait de vraies personnes.
Le véritable tournant est survenu il y a environ 8 mois. L'un de mes clients, un entrepreneur qui avait travaillé sur plusieurs développements de Reynolds Property, est venu me voir avec des préoccupations concernant certaines irrégularités financières qu'il avait remarquées en travaillant avec eux. Au début, j'ai rejeté cela comme un malentendu ou de l'aigreur de la part d'un entrepreneur mécontent, mais il m'a montré des copies de factures et de registres de paiement qui ne correspondaient pas. En tant que professionnel de la finance, les divergences étaient évidentes pour moi une fois que j'ai vu les documents. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Une partie de moi voulait ignorer ce que j'avais vu, prétendre que les documents n'avaient jamais traversé mon bureau. C'étaient les affaires de ma famille, après tout. Et malgré nos différences, je n'avais aucun désir de leur causer du tort. Mais une autre partie de moi, le professionnel qui avait bâti sa réputation sur l'intégrité et l'attention aux détails, savait que je ne pouvais pas simplement détourner le regard. Le lendemain matin, j'ai pris la décision qui allait finalement conduire à ce dîner fatidique. J'enquêterai discrètement pour déterminer s'il y avait vraiment quelque chose de contraire à l'éthique chez Reynolds Property. S'il s'avérait que ce n'était rien, personne n'aurait jamais besoin de savoir que j'avais regardé. Mais si mes soupçons étaient confirmés, j'aurais des choix difficiles à faire. Je ne savais pas alors que mon enquête allait révéler un schéma de fraude de plusieurs décennies qui allait finalement déchirer ma famille. Et je n'ai certainement jamais imaginé que cela culminerait avec ma sœur me versant de l'eau sur la tête à sa table de dîner pendant que mes parents applaudissaient ses actions. L'enquête a commencé de manière assez anodine. J'ai commencé par examiner les registres publics des développements de Reynolds Property, en les croisant avec les déclarations de revenus et les permis de construire disponibles dans les bases de données publiques. Rien ne semblait anormal à première vue, mais quelque chose clochait dans le calendrier de certains projets et les coûts déclarés. J'avais besoin de plus d'informations, mais je devais être prudent. Si ma famille apprenait ce que je faisais, elle me mettrait complètement à l'écart avant que je puisse déterminer s'il y avait un acte répréhensible. J'ai décidé de contacter quelqu'un de confiance, quelqu'un ayant accès à des informations que je ne pouvais pas obtenir facilement. Bradley Turner et moi étions amis depuis l'université. Nous nous étions perdus de vue pendant quelques années, mais nous nous sommes retrouvés lors de notre réunion des 10 ans. Il travaillait maintenant pour l'Internal Revenue Service dans une division qui s'occupait des audits fiscaux des entreprises. Un soir, autour d'un verre, j'ai mentionné avec désinvolture quelques préoccupations générales concernant un client qui soupçonnait des irrégularités financières dans une entreprise dans laquelle il envisageait d'investir. « De quel genre d'irrégularité parlons-nous » a demandé Bradley en faisant tourner son whisky. J'ai décrit certains des schémas que j'avais observés dans les dépôts publics de Reynolds Property, en prenant soin de ne pas nommer l'entreprise. L'expression de Bradley est devenue sérieuse. Ça ressemble à une fraude fiscale potentielle, Gordon. Si votre client a des preuves, il devrait le signaler. Mais si c'est une entreprise familiale? Et si le signaler signifie détruire des relations qui ne pourront jamais être réparées? Bradley a étudié mon visage un long moment avant de poser son verre. Il ne s'agit pas d'un client, n'est-ce pas? Il s'agit de Reynolds Property. Je ne pouvais pas lui mentir. J'ai hoché la tête lentement. Jésus Gordon, l'entreprise de ta famille. Il a passé la main dans ses cheveux. Écoute, je ne peux pas officiellement t'aider à enquêter sur ta famille. Ce serait un conflit d'intérêts massif et probablement illégal, mais je peux te dire quoi chercher, quels documents fourniraient des preuves concluantes s'il y a vraiment de la fraude. Au cours des semaines suivantes, Bradley m'a instruit sur les schémas courants d'évasion fiscale utilisés dans la promotion immobilière. Armé de ces connaissances, j'ai commencé à creuser plus profondément. J'ai contacté d'anciens employés de Reynolds Property sous prétexte de réseautage, orientant soigneusement les conversations vers les pratiques de l'entreprise. La plupart hésitaient à dire quoi que ce soit de négatif, mais quelques-uns ont laissé entendre des méthodes comptables douteuses. J'ai passé d'innombrables nuits penché sur mon ordinateur portable, croisant des données, suivant des pistes écrites et documentant tout méticuleusement. Plus je découvrais, plus j'étais troublé. Reynolds Property avait systématiquement sous-déclaré ses revenus et gonflé ses dépenses pendant au moins 15 ans. Ils avaient créé des sociétés écrans pour cacher des actifs et éviter les impôts. Ils avaient soudoyé des inspecteurs en bâtiment pour qu'ils ignorent les violations de code. Et Madison, ma parfaite sœur aînée, n'était pas seulement complice. Elle était l'architecte d'une grande partie de la fraude. Une découverte particulièrement révélatrice est venue d'un ancien comptable qui avait été licencié 3 ans plus tôt. Elle m'a contacté après avoir entendu par des relations communes que je posais des questions sur les pratiques financières de l'entreprise.
Ils m'ont licencié parce que j'ai refusé de falsifier les registres, m'a-t-elle dit autour d'un café, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle faisait glisser une clé USB sur la table. J'ai gardé des copies des vrais livres de compte et des livres modifiés. J'ai toujours su qu'un jour quelqu'un aurait besoin de les voir. Les preuves sur cette clé étaient accablantes. Elles montraient des millions de dollars de revenus non déclarés, une évasion fiscale systématique et ce qui semblait être du blanchiment d'argent par le biais de diverses sociétés écrans. Le nom de mon père figurait partout sur les documents les plus anciens, mais ces dernières années, la signature de Madison apparaissait de plus en plus fréquemment. Alors que les preuves s'accumulaient, je me suis retrouvé face à un dilemme moral impossible. Devais-je confronter directement ma famille, leur donnant une chance de s'expliquer ou de se racheter? Devais-je signaler ce que j'avais découvert aux autorités, envoyant potentiellement mes parents et ma sœur en prison? Ou devais-je détruire les preuves et essayer d'oublier ce que j'avais découvert? J'ai à peine dormi pendant cette période. J'ai perdu du poids. Mes amis ont commenté mon air distrait et les cernes sous mes yeux. Je n'arrêtais pas de rejouer des souvenirs de mon enfance, cherchant une justification pour protéger ma famille malgré leurs crimes. Je me suis souvenu de mon 8e anniversaire, lorsque mes parents ont manqué ma fête parce qu'ils concluaient une affaire importante. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme du lycée, lorsque mon père a passé la cérémonie au téléphone et est parti immédiatement après pour un dîner d'affaires. Je me suis souvenu de la fois où j'ai perdu mon emploi pendant la crise financière et que j'ai demandé un prêt temporaire pour couvrir mon loyer, pour que mon père me fasse la leçon sur la responsabilité budgétaire et me suggère de rentrer à la maison et de travailler pour l'entreprise familiale à la place. J'ai aussi pensé aux propriétaires de petites entreprises avec qui je travaillais tous les jours. Des gens honnêtes qui luttaient pour joindre les deux bouts tout en payant leurs impôts en totalité. Des gens qui respectaient les règles et qui arrivaient souvent à peine à s'en sortir pendant que ma famille vivait dans le luxe bâti sur la fraude et la tromperie. Le tournant est survenu lorsque j'ai découvert quelque chose de vraiment impardonnable. Parmi les projets développés par Reynolds Property se trouvait un complexe d'appartements où les coins avaient été coupés sur les mesures de sécurité pour économiser de l'argent. 3 ans après la construction, un incendie s'est déclaré en raison d'un câblage défectueux qui n'avait pas été correctement inspecté. Un jeune couple et leur fils en bas âge sont morts dans cet incendie. L'enquête officielle a rejeté la faute sur le sous-traitant en électricité, qui était correctement assuré, épargnant à Reynolds Property toute responsabilité. Mais les documents que j'ai trouvés montraient que Madison et mon père étaient au courant des matériaux de qualité inférieure et avaient fait pression sur les inspecteurs pour qu'ils ignorent les violations. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je confronterai ma famille avec les preuves que j'avais recueillies. Je leur donnerai une chance de prendre leurs responsabilités, de se racheter, de se dénoncer. S'ils refusaient, je signalerai tout ce que j'avais trouvé aux autorités compétentes. J'ai passé une autre semaine à organiser les preuves, à faire des copies et à sécuriser les documents avec mon avocat. J'ai rédigé un compte rendu détaillé de tout ce que j'avais découvert et je me le suis envoyé dans un email scellé, programmé pour être envoyé aux autorités fédérales si quelque chose m'arrivait. Puis j'ai appelé ma sœur et j'ai demandé si nous pouvions dîner en famille chez elle. Je lui ai dit que j'avais quelque chose d'important à discuter avec tout le monde. « Tout va bien, Gordon ?» a-t-elle demandé, une note d'inquiétude sincère dans la voix qui a rendu ce que j'allais faire encore plus difficile. « Tout va bien », ai-je menti. « J'ai juste des nouvelles que je veux partager avec tout le monde ensemble. » Elle a suggéré le samedi suivant, et j'ai accepté. En raccrochant, j'ai ressenti un étrange calme s'installer en moi. Après des mois d'enquête et de tourments sur ma décision, j'allais enfin agir. Quoi qu'il arrive à ce dîner, cela changerait à jamais ma relation avec ma famille, mais je savais que je faisais ce qu'il fallait. Je n'avais aucune idée de la laideur de cette confrontation. Samedi est arrivé avec un froid inhabituel pour la saison. Je me suis habillé avec soin d'un costume anthracite, professionnel, une armure sérieuse contre ce qui allait arriver. La mallette en cuir contenant les documents me semblait inhabituellement lourde alors que je la portais jusqu'à ma voiture. À l'intérieur se trouvaient des dossiers organisés détaillant 15 ans de fraude, d'évasion fiscale, de corruption et de dissimulation. Le poids de ces papiers représentait plus que de simples preuves. C'était le fardeau de la trahison, à la fois de la part de ma famille et, de leur point de vue, de la mienne. Madison vivait dans une vaste demeure coloniale dans le quartier le plus exclusif de la ville. La maison était un témoignage du succès de la propriété Reynolds, avec sa pelouse entretenue, son allée circulaire et ses colonnes imposantes flanquant l'entrée. En arrivant, j'ai remarqué que la Mercedes de mes parents était déjà garée dans l'allée. Ils étaient toujours ponctuels, une pratique commerciale que mon père avait transformée en vertu familiale.
Je suis resté dans ma voiture quelques minutes supplémentaires, répétant ce que je dirais, comment je présenterais les preuves, comment je répondrais à leur colère et à leurs dénégations inévitables. Mes mains tremblaient légèrement alors que je prenais la mallette et que je me dirigeais vers la porte. Madison a répondu à mon coup de sonnette avec un sourire qui semblait sincèrement chaleureux. Elle portait une élégante robe noire, les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage impeccable comme toujours. L'image du succès et de la sophistication. Gordon, entre. Entre. Maman et papa sont déjà dans le salon en train de prendre un verre. Elle m'a serré dans ses bras et je me suis forcé à lui rendre son étreinte, me sentant comme le pire des Judas. Pendant un instant fugace, j'ai envisagé de faire demi-tour, de remonter dans ma voiture et de partir, détruisant toutes les preuves et prétendant n'avoir jamais découvert la vérité. Mais le souvenir de cette jeune famille décédée dans l'incendie a renforcé ma résolution. La maison de Madison était une vitrine conçue pour impressionner, avec ses plafonds hauts, ses sols en marbre et ses œuvres d'art de bon goût. Tout brillait de vernis et de privilèges. Je l'ai suivi à travers le hall d'entrée jusqu'à un salon spacieux où mes parents étaient assis sur un canapé sectionnel de couleur crème, un verre à la main. Mon père s'est levé à mon entrée, sa carrure de 6 pieds toujours imposante malgré ses 68 ans. Sa poignée de main était ferme, professionnelle. « Fils », a-t-il dit avec un hochement de tête. « Pas, content de te voir, ou, comment vas-tu » Juste, Phil, une reconnaissance d'un lien biologique sans chaleur. Ma mère a été plus démonstrative, se levant pour m'embrasser la joue, son parfum cher m'enveloppant momentanément. « Gordon, chéri, tu as l'air mince. Manges-tu correctement » La question ne portait pas vraiment sur mon bien-être. C'était une pique subtile, insinuant que je ne pouvais pas prendre soin de moi correctement, que mes choix de vie avaient conduit à une sorte de privation. « Je vais bien, mère. J'ai juste été occupé par le travail. » Oh, mon père s'est animé à cela, les affaires reprennent enfin ? Ces petits clients à toi paient-ils enfin des honoraires décents ? Le ton dédaigneux était familier, mais savoir ce que je savais maintenant sur la façon dont Reynolds Property avait bâti sa richesse le rendait encore plus irritant. J'ai ravalé mon irritation. Ma pratique se porte bien. Oui. Que puis-je te servir à boire, a interrompu Madison, jouant l'hôtesse parfaite. Juste de l'eau, merci. Je veux garder la tête froide ce soir. Mon père a haussé un sourcil à cela mais n'a rien dit. Ma mère a rempli le silence de bavardage sur des connaissances communes, des événements caritatifs et les rénovations du country club. J'ai hoché la tête à intervalles appropriés, l'esprit ailleurs, la mallette reposant contre ma jambe comme une chose vivante. Après ce qui a semblé une éternité de bavardage, Madison a annoncé que le dîner était prêt. Nous sommes passés dans la salle à manger formelle où une table pouvant accueillir confortablement 12 personnes était dressée pour notre petite famille de 4. Verre en cristal, porcelaine fine et couvert en argent massif brillaient sous un lustre qui coûtait probablement plus que mon revenu annuel. Le premier plat a été servi, une délicate soupe de courge buternues que j'ai à peine goûtée. La conversation a continué à dériver sur des sujets superficiels, tout le monde évitant soigneusement tout ce qui était substantiel. C'était typique de nos réunions de famille. Maintenir les apparences, garder les choses agréables en surface, ne jamais creuser trop profondément dans les sentiments ou les préoccupations. Alors Gordon, a dit mon père, alors que le plat principal était servi, Madison a mentionné que tu avais des nouvelles à partager. Un nouveau client peut-être, ou as-tu enfin rencontré quelqu'un qui vaille la peine d'être présenté à la famille? Le moment était venu plus tôt que prévu. J'ai posé ma fourchette avec précaution à côté de mon filet mignon à peine touché. En fait, il s'agit de Reynolds Property. L'air dans la pièce a immédiatement changé. La main de ma mère s'est figée à mi-chemin de son verre de vin. Les yeux de Madison se sont légèrement plissés. L'expression de mon père s'est durcie. Qu'en est-il de l'entreprise, a demandé Madison, sa voix soigneusement contrôlée. J'ai fait des recherches, ai-je commencé en choisissant mes mots avec soin, en examinant les pratiques financières de l'entreprise, ses déclarations de revenus, ses registres de sécurité des bâtiments. Pourquoi enquêterais-tu sur notre entreprise? La voix de mon père était dangereusement calme. J'ai rencontré son regard avec assurance. Cela a commencé par quelques divergences qui m'ont été signalées par un entrepreneur qui a travaillé avec Reynolds Property. Plus j'ai cherché, plus j'ai trouvé de problèmes. Madison a ri, mais cela sonnait forcé. Oh, Gordon, toujours le dramatique. Si tu avais des préoccupations, pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé à moi ou à papa?
Pourquoi fouiner dans notre dos? M'auriez-vous dit la vérité sur l'évasion fiscale? Les pots de vin aux inspecteurs en bâtiment? Les sociétés écrans utilisées pour cacher des actifs? À chaque question, je regardais leur visage. Ma mère a pâli. La mâchoire de mon père s'est crispée. Le sourire de Madison est devenu fixe, contre nature. Je ne sais pas ce que tu crois avoir trouvé, a dit mon père. Mais tu es clairement confus. Reynolds Property est géré avec les plus hauts standards éthiques. Vraiment? J'ai attrapé la mallette à mes pieds. Parce que j'ai des documents qui suggèrent le contraire. 15 ans de preuves montrant une fraude systématique. Madison s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Je pense que tu devrais partir, Gordon. C'est plus qu'inapproprié. Je ne partirai pas tant que nous n'en aurons pas discuté, ai-je insisté en gardant la voix égale. Je vous donne une chance de vous expliquer, de réparer ça. Réparer quoi? Des crimes imaginaires que tu as inventés parce que tu es jaloux de notre succès? La voix de Madison s'est élevée. Tu m'as toujours envié. Tu as envié papa parce que tu ne pouvais pas être à la hauteur. Il ne s'agit pas de jalousie, Madison. Il s'agit d'un comportement criminel qui a blessé des gens. De vraies personnes. Je me suis tourné vers mon père. Comme la famille Carson qui est morte dans l'incendie des appartements Westview parce que vous avez rogné sur les travaux électriques. Ma mère a eu un hoquet. Le visage de mon père est passé du rouge au blanc en un instant. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, a-t-il chuchoté. J'ai des copies des rapports d'inspection originaux avant qu'ils ne soient modifiés. J'ai des emails entre toi et Madison discutant de la façon de faire pression sur l'inspecteur pour qu'il ignore les violations. J'ai tout, papa. Madison s'est dirigé vers moi, sa démarche raide de rage. Pour qui te prends-tu? Tu ne contribues en rien à cette famille, et pourtant tu nous juges. Nous avons construit quelque chose de magnifique pendant que tu te débattais d'un emploi médiocre à l'autre. Je suis resté assis, me forçant à rester calme malgré mon cœur qui battait la chamade. J'ai construit quelque chose d'honnête. Pouvez-vous en dire autant? C'est alors que c'est arrivé. Madison a pris une carafe en cristal d'eau glacée de la table et l'a versée directement sur ma tête. Le froid était choquant, l'eau coulant sur mon visage, trempant mon costume, dégoulinant sur le sol poli. Tu as 5 minutes pour quitter ma maison, a-t-elle sifflé, son visage à quelques centimètres du mien, déformé par la fureur. À ma grande surprise, mes parents ont commencé à applaudir. Mon père a même souri, hochant la tête en signe d'approbation de l'action de Madison. Ma mère s'est jointe à lui, applaudissant délicatement comme lors d'une représentation théâtrale. Bien joué, Madison, a dit mon père. Il était temps que quelqu'un le remette à sa place. Je suis resté assis là, l'eau dégoulinant de mes cheveux, mon costume cher ruiné, face au front uni de ma soi-disant famille. À ce moment-là, tout doute restant sur ce que je devais faire s'est complètement évanoui. L'eau était glaciale contre mon cuir chevelu, coulant le long de ma colonne vertébrale et trempant ma chemise. Le temps a semblé ralentir alors que des gouttelettes tombaient de mon menton sur la nappe immaculée. Chacune une petite ponctuation dans ce drame familial en cours. Je sentais leurs yeux sur moi, s'attendant à ce que je sorte en trombe, humilié, ou peut-être que j'explose de colère, leur donnant plus de munitions pour me rejeter comme étant instable et peu fiable. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, j'ai calmement attrapé une serviette en tissu et j'ai méthodiquement essuyé mon visage, maintenant le contact visuel avec Madison tout le temps. La satisfaction suffisante dans ses yeux a commencé à vaciller légèrement face à ma réaction calme. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait écrit pour cette confrontation. C'est comme ça que la puissante famille Reynolds gère la critique, ai-je demandé doucement, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines, avec des crises de colère enfantine et des agressions physiques? Quel professionnalisme! Comment oses-tu nous parler de professionnalisme alors que tu as fouiné et espionné ta propre famille? La voix de Madison a monté d'une octave. Le contrôle dont elle se vantait commençait à lui échapper. Mon père s'est alors levé, pointant un doigt vers moi. Ta sœur a raison. Tu n'as aucun droit de venir dans nos maisons, de manger à notre table, puis de nous accuser de crime. Si tu as un tel dédain pour le fonctionnement de Reynolds Property, tu aurais dû rester complètement à l'écart. C'est riche de ta part, papa. C'est toi qui m'as appris l'importance de l'intégrité. Tu te souviens de tous ces sermons sur le fait que la parole d'un homme est son engagement, que la réputation est tout dans les affaires?
J'ai secoué la tête, des gouttelettes d'eau volant de mes cheveux encore trempés. C'était juste des paroles en l'air, où ces principes ne s'appliquaient-ils qu'à tout le monde, sauf à la toute-puissante famille Reynolds? Ma mère, qui était restée largement silencieuse jusqu'à présent, a soudain pris la parole. Gordon, chéri, je pense que tu travailles trop dur. Peut-être que tu fais une sorte de dépression. Nous pouvons t'aider, les meilleurs médecins. Je n'ai pas besoin de médecin, mère, ai-je interrompu. Ce dont j'ai besoin, c'est que ma famille assume ses responsabilités. Madison a ri, un son dur et cassant. Responsabilité? C'est riche de ta part. Quand as-tu jamais assumé tes échecs? Toujours à nous blâmer parce que tu n'as pas réussi dans le vrai monde des affaires. Madison a raison, a ajouté mon père. Nous t'avons tout offert, éducation, opportunités, relations, et tu as tout jeté parce que ton ego ne supportait pas de travailler sous les ordres de ta sœur. Et maintenant, tu viens ici avec ces accusations ridicules. Ce n'est rien d'autre qu'une vengeance mesquine. Je les ai regardés un par un. Ces gens qui partageaient mon sang mais qui m'étaient soudainement étrangers. La prise de conscience était à la fois douloureuse et libératrice. Ils ne reconnaîtraient jamais ce qu'ils avaient fait. Ils ne changeraient jamais. Ils continueraient à justifier leurs actions, à se croire au-dessus de la loi, au-dessus de la décence commune. 5 minutes, Gordon, m'a rappelé Madison en jetant un coup d'œil ostentatoire à sa montre. Le temps presse. C'est alors que j'ai attrapé ma mallette. Le cuir était frais et lisse sous mes doigts alors que je la posais sur la table et que j'ouvrais les serrures. Le son était net, définitif dans le silence tendu de la salle à manger. En fait, ai-je dit en sortant une épaisse pile de documents soigneusement organisés. C'est vous qui manquez de temps. L'atmosphère dans la pièce a immédiatement changé. Le sourire suffisant de ma mère a vacillé. Le visage de mon père, rouge de colère quelques instants auparavant, a commencé à pâlir. Madison a fait un pas en arrière involontaire. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, mais je pouvais entendre la première note d'incertitude dans sa voix. J'ai étalé les documents sur la table, en prenant soin d'éviter les flaques d'eau de la petite démonstration de Madison. Ce sont 15 ans de preuves documentant la fraude fiscale, la corruption, le blanchiment d'argent et la négligence criminelle. Chaque transaction, chaque faux rapport, chaque fonctionnaire corrompu, tout est méticuleusement documenté et recoupé. Je me suis tourné vers une page spécifique et j'ai pointé. C'est ici que vous avez créé une société écran pour cacher des actifs à l'IRS. J'ai tourné à une autre section. Voici les dépenses réelles par rapport aux dépenses déclarées pour le développement de Riverside, montrant plus de 3 millions de dollars de revenus non déclarés. Une autre page. Et voici la preuve irréfutable, des emails entre vous et papa discutant de la façon de falsifier les rapports d'inspection pour les appartements Westview, l'immeuble où la famille Carson est décédée. Ce sont des documents confidentiels de l'entreprise, a balbutié mon père. Vous n'aviez aucun droit. J'avais tous les droits en tant que citoyen de signaler une activité criminelle, les jeux interrompus. Et en tant que votre fils, j'avais toutes les obligations morales de vous donner une chance de vous dénoncer avant de les remettre aux autorités. Madison s'est jeté sur les papiers, mais j'ai été plus rapide, les remettant dans la mallette et la refermant d'un coup sec. J'ai des copies, bien sûr, plusieurs copies stockées dans divers endroits sécurisés. Mon avocat a un jeu complet avec des instructions pour les remettre au FBI, à l'IRS et au bureau du procureur si quelque chose m'arrivait. Tu bluffes, a dit Madison. Mais le tremblement dans sa voix trahissait son incertitude. J'ai souri pour la première fois ce soir-là, un sourire froid et sans humour qui semblait étranger sur mon visage. Vraiment? Tu veux vraiment tester cette théorie? Parce que des copies de ces documents doivent être livrées aux autorités demain matin, à moins que j'annule personnellement cette livraison. Alors, oui, Madison, tu as raison sur une chose. Le temps presse. Mais pas pour moi. Je me suis levé, mallette à la main, l'eau dégoulinant toujours de mon costume ruiné. Il ne vous reste plus qu'environ 5 minutes pour prier que je change d'avis. Mais vu l'accueil que j'ai reçu ici ce soir, je ne compterai pas sur une intervention divine. La couleur avait complètement quitté le visage de ma mère. Mon père, l'homme qui avait semblé si grand tout au long de mon enfance, avait soudain l'air petit, diminué par le poids de ses crimes exposés. Tu ne ferais pas ça à ta propre famille, a-t-il dit. Mais cela ressemblait plus à une supplique qu'à une affirmation. Vous avez cessé d'être ma famille bien avant ce soir, ai-je répondu, surpris par le peu d'émotion que je ressentais en prononçant ces mots.
Une vraie famille se soutient, se respecte, se tient à un niveau plus élevé. Ce que nous avons, c'est un lien biologique et un nom de famille partagé, rien de plus. Gordon, s'il te plaît. Ma mère a finalement parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pense à ce que cela nous fera, au nom des Reynolds. J'y ai pensé, mère, pendant des mois. Je n'ai pensé à rien d'autre, et j'ai décidé que la vérité comptait plus que de protéger des gens qui ne m'ont montré que du mépris, qui ont bâti leur fortune sur des mensonges et la souffrance des autres. Madison, toujours prompte à se remettre, a changé de tactique. Son visage s'est adouci, et elle a fait un pas vers moi, la main tendue. Gordon, parlons-en raisonnablement. Je suis sûr que nous pouvons parvenir à un arrangement qui satisfasse tout le monde. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'irréfléchi. J'ai reconnu l'expression. C'était la même qu'elle utilisait pour négocier avec les entrepreneurs. Un mélange calculé de charme et de menaces implicites. Cela aurait pu marcher sur quelqu'un qui n'avait pas grandi en la regardant perfectionner cette technique. Un arrangement, ai-je répété. Tu veux dire un pot de vin? C'est ta solution à tout, n'est-ce pas? Jeter de l'argent sur les problèmes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Mais je ne suis pas à vendre, Madison. Tout le monde ne peut pas être acheté. Donne ton prix, est intervenu mon père, homme d'affaires jusqu'au bout. Tout le monde en a un. Je l'ai regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. C'est là que tu te trompes, papa. Certaines choses ne sont pas négociables. L'intégrité, la justice, la vérité. Tu m'as appris ça une fois. Avant que je ne réalise que ce n'était que des mots pour toi, pas des principes que tu vivais réellement. J'ai vérifié ma montre, imitant délibérément le geste antérieur de Madison. Vos 5 minutes sont presque écoulées. Je vais partir maintenant. Je vous suggère de passer le peu de temps qu'il vous reste à mettre vos affaires en ordre et à contacter vos avocats. Vous en aurez besoin. Et sur ce, je me suis tourné et j'ai marché vers la porte, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un essaie de m'arrêter physiquement, mais personne n'a bougé. Le silence derrière moi était absolu, rompu seulement par le son doux de ma mère qui commençait à pleurer. En arrivant dans le hall d'entrée, Madison a finalement retrouvé sa voix. Tu le regretteras, a-t-elle crié après moi, un ton désespéré dans ses mots. Quand tout ça sera fini, tu n'auras rien ni personne. Tu es mort pour nous. Tu m'entends? Mort. Je me suis arrêté à la porte d'entrée et je les ai regardés une dernière fois. Mon père debout, rigide de choc et de fureur. Ma mère effondrée sur une chaise, les larmes coulant sur son visage. Madison tremblant de rage. Je suis mort pour vous depuis des années, ai-je dit doucement. La différence, c'est que maintenant, je le sais. Puis je suis sorti dans l'air frais de la nuit, je suis monté dans ma voiture et je me suis éloigné de la maison, de la famille et des mensonges qui avaient défini ma vie pendant trop longtemps. Je n'ai ressenti ni triomphe ni tristesse, juste un profond épuisement et la certitude d'avoir franchi un point de non-retour. Demain, tout changerait pour la famille Reynolds, et pour la première fois de ma vie, je tracerai ma propre route, libéré de leurs attentes et non souillé par leur corruption. Les 24 heures suivantes se sont déroulées dans un brouillard. Fidèle à ma parole, je n'ai pas annulé la livraison des documents aux autorités. À 9 heures le lendemain matin, des copies de tout ce que j'avais recueilli étaient entre les mains du FBI, de la division des enquêtes criminelles de l'IRS et du bureau du procureur. J'avais passé la nuit dans un hôtel, mon téléphone éteint, m'isolant des contre-coups inévitables. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone vers midi, il a explosé de notifications. 27 appels manqués de Madison, 15 de mon père, 12 de ma mère, des dizaines de SMS allant des menaces aux supplications désespérées pour une réunion. Je les ai tous supprimés sans lire au-delà des aperçus. Il y avait aussi un message vocal de Bradley de l'IRS. Gordon, qu'est-ce que tu as fait, bordel? Le bureau bourdonne d'une affaire majeure qui vient d'être ouverte contre Reynolds Property. Appelle-moi dès que tu peux. Je ne l'ai pas rappelé. Pas encore. J'avais besoin de temps pour digérer ce qui se passait, pour me préparer à la tempête qui allait s'abattre sur ma vie. J'ai quitté l'hôtel et je suis allé dans un petit café de l'autre côté de la ville, un endroit où ma famille ne penserait jamais à me chercher. Je venais de commander quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Monsieur Reynolds, ici l'agent spécial Carla Martinez du FBI. Nous avons reçu vos documents concernant Reynolds Property et nous aimerions vous rencontrer dès que possible.
La réunion a été fixée à 15 heures cet après-midi-là. Je suis arrivé au bâtiment fédéral 15 minutes en avance, serrant une mallette contenant les documents originaux. La sécurité était stricte, et je me sentais étrangement exposé alors qu'on m'escortait jusqu'à une salle de conférence au 4e étage. 3 personnes m'attendaient. L'agent spécial Martinez du FBI, un homme au visage sévère qui s'est présenté comme Richard Thornton de la division des enquêtes criminelles de l'IRS, et le procureur adjoint James Wilson. Ils m'ont demandé de leur expliquer tout ce que j'avais découvert, m'interrompant de temps en temps avec des questions de clarification. J'ai parlé pendant près de 2 heures, la gorge sèche en exposant l'étendue des crimes de ma famille. Vous comprenez que cela entraînera probablement des poursuites pénales contre votre père, votre sœur, et peut-être aussi votre mère, a demandé le procureur Wilson quand j'ai eu fini. Oui, ai-je simplement dit. Et vous êtes prêt à témoigner contre eux si nécessaire? J'ai hésité un bref instant avant de hocher la tête. Oui. L'agent Martinez m'a étudié avec un mélange de respect et de suspicion. Puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi de vous manifester maintenant, monsieur Reynolds? Ces activités durent depuis 15 ans, d'après votre propre compte-rendu. Je n'ai découvert l'étendue de la situation que récemment, ai-je expliqué. Une fois que j'ai su, je ne pouvais pas être complice en restant silencieux. Même si c'est votre propre famille, a demandé Thornton. Surtout parce que c'est ma famille, ai-je répondu. Ils m'ont appris la responsabilité et l'intégrité, puis ils n'ont pas respecté ces valeurs eux-mêmes. Quelqu'un devait les tenir responsables. Ils ont hoché la tête, apparemment satisfaits de ma réponse. À la fin de la réunion, Martinez m'a tendu sa carte. Il y aura des répercussions importantes à cela, monsieur Reynolds. Si vous recevez des menaces ou si vous vous sentez en danger de quelque manière que ce soit, appelez-moi immédiatement. Je n'avais même pas atteint ma voiture que mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était mon avocat, Michael Prescott. Gordon, je viens de recevoir un appel de Laurence Demain. Demain était l'avocat de mon père, un requin en costume chair qui avait représenté Reynolds Property pendant des décennies. Ils veulent organiser une réunion ce soir si possible. Pourquoi faire? Ils prétendent vouloir discuter d'une résolution qui profiterait à toutes les parties. Je leur ai fortement déconseillé de se rencontrer sans ma présence. J'ai réfléchi un instant. Organise-la, mais je choisis le lieu et tu seras là. Nous avons convenu du bureau de Michael à 20 h ce soir-là. J'ai passé les heures intermédiaires dans un état d'hypervigilance, sursautant à chaque bruit, vérifiant constamment mon rétroviseur alors que je conduisais dans la ville sans destination particulière. Je ne savais pas si j'avais plus peur de confronter à nouveau ma famille ou d'être seul avec mes pensées. 20 heures sont arrivées avec une rapidité brutale. Je suis arrivé au bureau de Michael en centre-ville pour trouver la Mercedes noire de mon père et le Range Rover de Madison déjà garé à l'extérieur. Michael m'a accueilli dans le hall, son expression grave. Ils ont sorti l'artillerie lourde, m'a-t-il prévenu. Laurence Demain et Patricia Schultz. Schultz était l'une des meilleures avocates pénalistes de l'État, connue pour représenter les criminels en col blanc. Ils sont là depuis 15 minutes déjà, essayant de m'intimider avec du jargon juridique et des menaces à peine voilées. Laisse-les essayer, ai-je dit avec plus de confiance que je n'en ressentais. La salle de conférence était tendue d'hostilité non dite lorsque nous sommes entrés. Mon père était assis au bout de la table, l'air plus âgé que je ne l'avais jamais vu. Madison était assise à sa droite, le visage un masque de fureur contenue. Leurs avocats les flanquaient comme des gardes du corps. Gordon, mon père m'a salué d'un signe de tête sec. J'ai pris un siège en face d'eux, Michael à mes côtés. Passons les politesses, ai-je dit. Pourquoi vouliez-vous cette réunion? Laurence Demain s'est éclairci la gorge. Mes clients pensent qu'il y a eu un grave malentendu. Les documents que vous avez fournis aux autorités ont été sortis de leur contexte ou mal interprétés. J'ai ri sans humour. C'est la défense que vous allez utiliser. Bonne chance pour expliquer les sociétés écrans et les rapports d'inspection falsifiés comme un malentendu. Gordon, Madison s'est penché en avant, sa voix mielleuse de fausse sincérité. Nous sommes ta famille. Pourquoi nous fais-tu ça? Je pense que l'eau que tu m'as versée sur la tête hier soir a répondu assez clairement à cette question, n'est-ce pas? Son sourire a vacillé. J'étais en colère. Tu nous as pris au dépourvu avec ces accusations. Que vous saviez être vrai. Monsieur Reynolds, est intervenue Patricia Schultz en douceur. Que espérez-vous accomplir exactement avec ces allégations?
Détruire l'entreprise et la réputation de votre famille n'est sûrement pas votre objectif. Mon objectif est la justice, ai-je répondu simplement. Pour les personnes qui sont mortes dans cet incendie. Pour les contribuables qui ont comblé le manque pendant que Reynolds Property fraudait des millions d'impôts. Pour tous ceux qui ont respecté les règles pendant que ma famille décidait qu'elle était au-dessus d'elle. Mon père a frappé la table de la main. Assez de ces bêtises moralisatrices. Tu veux de l'argent? Très bien. Donne ton prix. 10 millions, 20. Nous pouvons le faire ce soir. Virer les fonds sur n'importe quel compte que tu spécifies. Annule simplement les chiens et remets toutes les copies de ces documents. Michael a commencé à parler, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. J'ai regardé mon père, cet homme qui avait semblé si grand dans mon imagination pendant toute ma vie, et je n'ai ressenti que de la pitié. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'argent. Il n'a jamais été question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? A demandé Madison. De la vengeance parce que nous ne t'avons pas assez félicité, parce que l'entreprise m'est revenue à moi au lieu de toi. Il s'agit de faire ce qui est juste, ai-je dit doucement, quelque chose qui semble être un concept étranger dans cette famille. Ce qui est juste, a ricané mon père. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? L'entreprise sera détruite. Des centaines d'employés perdront leur emploi. Le nom de notre famille sera ruiné pour toujours. Est-ce ton idée de ce qui est juste? C'est vous qui avez fait ça, pas moi, ai-je rétorqué. Chaque fois que vous avez soudoyé un inspecteur, chaque fois que vous avez falsifié une déclaration de revenus, chaque fois que vous avez choisi le profit plutôt que la sécurité, vous êtes les architectes de ce désastre, pas moi. La réunion a rapidement dégénéré après cela. Des menaces ont été proférées, juridiques et autres. Madison m'a traité de tous les noms qu'elle pouvait trouver. Mon père a alterné entre la rage et la tentative de manipulation. Leurs avocats ont tenté à plusieurs reprises d'orienter la conversation vers une sorte de règlement. Pendant tout ce temps, je suis resté calme, refusant de m'engager dans leurs émotions ou de considérer un accord qui impliquerait de retirer les preuves. Après une heure sans résultat, ils ont finalement abandonné. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, mon père s'est arrêté à côté de ma chaise. « Tu n'es plus mon fils », a-t-il dit, sa voix basse et tremblante de rage. « Si je te croise dans la rue, je ne te reconnaîtrai pas. » Ils sont sortis de la pièce, Madison s'arrêtant à la porte pour lancer une dernière pique. « Tu crois que tu as gagné, mais tu as tout perdu, Gordon. Quand tout ça sera fini, tu n'auras rien ni personne. » Après leur départ, Michael nous a versé un généreux whisky de la bouteille qu'il gardait dans sa crédence. « Ça va ?» a-t-il demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. J'ai réfléchi attentivement à la question avant de répondre. « Non », ai-je admis. « Mais ça ira. » Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me suis enfin permis de ressentir tout le poids de ce que j'avais fait. Le chagrin m'a frappé par vagues. Non pas pour les relations que j'avais perdues, qui étaient rompues bien avant cette confrontation, mais pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Pour le père qui n'avait jamais vu ma valeur, la mère qui ne m'avait jamais vraiment connu. La sœur qui m'avait vu comme un concurrent plutôt qu'un frère. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, puis je suis tombé dans un sommeil épuisé, toujours habillé. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, quelque chose avait changé en moi. Le chagrin était toujours là, mais à côté, il y avait un étrange et fragile sentiment de liberté. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement détaché de l'héritage des Reynolds, de leurs attentes et de leur jugement. J'étais seul, oui, mais j'étais aussi enfin libre. Les suites se sont déroulées avec la logique inexorable d'une preuve mathématique. Les actions avaient des conséquences et les actions de ma famille les avaient finalement rattrapées. 3 jours après avoir fourni les preuves aux autorités, le FBI et l'IRS ont mené des descentes simultanées au siège de Reynolds Property et dans 3 autres lieux, y compris la maison de mes parents et la maison de Madison. Les nouvelles locales ont diffusé des images d'agents emportant des boîtes de documents et d'ordinateurs tandis que les journalistes spéculaient sur la nature de l'enquête. À la fin de la semaine, des accusations formelles avaient été déposées contre mon père, Madison et 2 autres cadres de l'entreprise. La liste était longue: fraude fiscale, blanchiment d'argent, fraude électronique, corruption de fonctionnaires et négligence criminelle ayant entraîné la mort. Ma mère a été désignée comme personne d'intérêt, mais n'a pas été immédiatement inculpée. L'histoire a dominé les médias locaux et a même fait la une des journaux d'affaires nationaux.
L'empire de Reynolds Property s'effondre au milieu d'allégations de fraude, titrait un journal. Un lanceur d'alerte familiale expose des années de corruption d'entreprise, proclamait un autre. J'ai arrêté de lire après les premiers jours. La satisfaction que j'avais anticipée ne s'est jamais matérialisée, remplacée plutôt par une douleur sourde et la question lancinante constante, avais-je fait ce qu'il fallait? Les retombées personnelles ont été immédiates et graves. Mon téléphone est devenu une arme déployée contre moi, délivrant des messages venimeux de membres de la famille élargie qui me blâmaient d'avoir détruit l'héritage familial. Des cousins avec qui j'avais grandi m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. La sœur de ma mère m'a appelé en larmes, me demandant comment j'avais pu faire ça à mon propre sang. Je n'avais aucune réponse qui la satisferait, ni personne d'autre qui voyait mes actions comme une trahison plutôt que comme de la justice. Encore plus difficiles ont été les appels des employés de Reynolds Property, des personnes dont les moyens de subsistance étaient maintenant en péril. Certains étaient compréhensifs, reconnaissant que la direction de l'entreprise s'était attiré cela. D'autres étaient furieux, me voyant comme le méchant qui avait mis en danger leur emploi par dépit ou par jalousie. Un appel en particulier m'a hanté. Lisa Parker avait été l'assistante de mon père pendant 20 ans. Je la connaissais depuis toujours. Elle m'avait envoyé des cartes d'anniversaire chaque année, même pendant les périodes où mon père et moi ne nous parlions pas. J'ai toujours pensé que tu étais différent, Gordon, a-t-elle dit, sa voix tendue d'émotion. Je t'ai défendu quand ton père se plaignait de tes choix, et maintenant j'apprends que tu as travaillé contre nous tout ce temps. Pas contre vous, Lisa, ai-je essayé d'expliquer, contre les activités illégales, la fraude, les mensonges. Laisse tomber, m'a-t-elle interrompu. J'ai 58 ans. Sais-tu à quel point il est difficile de trouver un nouvel emploi à mon âge? L'entreprise est en plein chaos. Il parle de licenciement. Où suis-je censé aller? Je n'avais aucune réponse pour elle. La vérité, c'est que je n'avais pas entièrement considéré les dommages collatéraux que mes révélations causeraient. Dans ma détermination juste à exposer les crimes de ma famille, j'avais négligé les innocents qui seraient pris dans la tourmente. L'isolement s'est aggravé de jour en jour. Des amis qui avaient été proches sont soudainement devenus indisponibles. Des associés ont trouvé des raisons d'annuler des réunions ou m'ont référé à des collègues. Même ma petite clientèle a commencé à diminuer à mesure que la nouvelle de mon implication dans le scandale Reynolds se propageait. J'ai commencé à me demander si Madison avait eu raison. J'avais peut-être gagné la bataille, mais j'avais perdu tout ce qui comptait. La victoire semblait de plus en plus pyrrhique à mesure que les semaines passaient et que les poursuites judiciaires contre ma famille avançaient à un rythme atrocement lent. Le point le plus bas est survenu environ 6 semaines après ce dîner fatidique. Je faisais les courses tard un soir, essayant d'éviter de rencontrer quelqu'un que je connaissais, quand j'ai tourné dans une allée et que je me suis retrouvé face à ma mère. Elle avait l'air terrible, son apparence normalement parfaite débraillée, des cernes sous les yeux. Elle s'est figée en me voyant, sa main se resserrant sur son chariot. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me parler, qu'elle allait m'offrir un mot de réconciliation, ou du moins de reconnaissance. Au lieu de cela, elle a fait demi-tour avec son chariot et s'est éloignée sans un mot, comme si j'étais un étranger, ou pire, complètement invisible. J'ai abandonné mon chariot à moitié rempli et je suis rentré chez moi dans un état second. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mon adolescence, j'ai sérieusement envisagé de me noyer dans l'alcool. La bouteille de scotch sur le comptoir de ma cuisine m'attirait avec des promesses d'évasion temporaire du poids écrasant de l'isolement et du doute. Au lieu de cela, j'ai appelé la seule personne qui m'avait contacté depuis le début du scandale, Elizabeth Chen, une ancienne camarade de classe qui travaillait maintenant comme professeure d'éthique à l'université locale. Elle m'avait envoyé un email une semaine après la nouvelle, disant simplement « Ce que tu as fait a demandé un immense courage. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. » Elizabeth a répondu à la 3e sonnerie malgré l'heure tardive. « Gordon, tout va bien? » « Non, ai-je admis. Je ne vais pas bien. Je commence à penser que j'ai fait une terrible erreur. »« Pourquoi ne viens-tu pas ?» a-t-elle suggéré. « Je vais faire du café. » Le petit appartement d'Elizabeth était chaleureux et encombré de livres, un contraste saisissant avec la perfection stérile des maisons de ma famille. Elle a écouté sans interruption alors que je déversais mes doutes, ma culpabilité au sujet des employés qui pourraient perdre leur emploi, mon isolement croissant et le poids écrasant d'être rejeté par ma famille. Quand j'ai finalement manqué de mots, elle est restée silencieuse un long moment. « Gordon, savais-tu que les lanceurs d'alerte passent presque toujours par ce que tu vis? L'isolement, le doute, la remise en question de leurs propres actions.
Il y a même des recherches là-dessus. On appelle ça le remords du lanceur d'alerte. Alors je ne suis qu'une statistique de plus. Elle a souri doucement. Non, tu es un être humain aux prises avec un choix éthique incroyablement difficile. Écoute, je ne peux pas te dire si ce que tu as fait était bien ou mal dans un sens absolu. L'éthique traite rarement d'absolu. Mais je peux te dire ceci. Tu as agi selon tes principes à un coût personnel élevé. Il y a un courage moral là-dedans, quel que soit le résultat. Et les gens qui pourraient perdre leur emploi? Ceux qui n'ont rien fait de mal? C'est une préoccupation légitime, a-t-elle reconnu. Mais considère ceci. Ces emplois étaient construits sur la fraude. Le succès de l'entreprise, son existence même sous sa forme actuelle, était basé sur une activité criminelle. Si Reynolds Property avait respecté les règles depuis le début, qui sait combien de ces emplois existeraient réellement? Ce n'était pas une réponse parfaite, mais ça a aidé. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé fréquemment à l'appartement d'Elizabeth, parlant parfois pendant des heures, parfois simplement assis dans un silence complice pendant que nous travaillions tous les deux sur nos ordinateurs portables. Elle est devenue mon encre dans un monde qui était soudainement devenu méconnaissable. 3 mois après le début du scandale, mon père et Madison ont été formellement inculpés de plusieurs chefs d'accusation fédéraux. Leur procès a été fixé pour l'année suivante. Le journal local a publié un article en première page avec des photos côte à côte d'eux quittant le palais de justice après leur mise en accusation, le visage sombre, flanqué de leurs avocats. Le même jour, j'ai reçu une lettre d'une femme nommée Teresa Carson. Le nom m'était immédiatement familier. Carson était le nom de famille de la famille décédée dans l'incendie de l'appartement. Teresa était la mère de Robert Carson, qui avait péri aux côtés de sa femme, Jennifer, et de leur fils de 6 mois, Michael. La lettre était manuscrite sur du papier simple. « Cher Monsieur Reynolds, commençait-elle, je voulais vous remercier personnellement pour votre courage d'avoir révélé la vérité sur la mort de mon fils. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec l'explication officielle qui rejetait la faute sur l'entrepreneur en électricité. Je n'y ai jamais entièrement cru, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. Grâce à vous, la vérité éclate enfin. Bien que rien ne puisse ramener Robert, Jennifer et le petit Michael, savoir que les responsables devront faire face à la justice m'apporte une certaine mesure de paix. Vos actions vous ont coûté votre famille, mais sachez qu'elles ont permis de clore la mienne. Avec ma plus profonde gratitude, Teresa Carson. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes brouillant ma vision. Je ne m'attendais pas à cela, à cette validation, à cette confirmation que malgré tout le coût personnel, mes actions avaient compté pour quelqu'un qui méritait vraiment la justice. J'ai soigneusement plié la lettre et je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. La guérison n'a pas été immédiate ni linéaire. Il y a eu encore des jours où le doute et la solitude menaçaient de me submerger. Mais lentement, progressivement, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai trouvé un nouvel appartement dans un autre quartier de la ville. Je me suis concentré sur la reconstruction de mon entreprise de conseil financier, en commençant par de petits clients qui ne connaissaient pas ou ne se souciaient pas de mon lien avec le scandale Reynolds. Elizabeth est restée une amie fidèle et est finalement devenue plus que cela. Sa perspective en tant que professeur d'éthique m'a aidé à traiter ce qui s'était passé et à trouver un sens au choix douloureux que j'avais fait. Elle n'a jamais essayé de minimiser la perte de ma famille, mais m'a aidé à voir que les relations construites sur des mensonges et de la manipulation n'étaient pas de véritables liens pour commencer. 6 mois après les inculpations, un appel inattendu est venu de Bradley, mon ami de l'IRS, qui m'avait aidé à comprendre ce qu'il fallait chercher dans les dossiers de Reynolds Property. « Gordon, je n'étais pas sûr que tu prendrais mon appel », a-t-il commencé maladroitement. « Pourquoi ne le ferais-je pas ? » Eh bien, je n'ai pas vraiment été en contact depuis que tout est arrivé. J'aurais dû te contacter plus tôt. Tu étais dans une position difficile professionnellement, ai-je reconnu. Je comprends. C'est généreux de ta part. Écoute, je t'appelle parce qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. L'affaire Carson. La famille qui est morte dans l'incendie. Le procureur envisage de porter des accusations d'homicide involontaire contre ton père et ta sœur sur la base des preuves que tu as fournies. La nouvelle m'a frappé comme un coup physique. La fraude et l'évasion fiscale étaient une chose. L'homicide involontaire en était une autre. Malgré tout, la pensée de mon père et de Madison potentiellement en prison pendant des années, peut-être des décennies, était difficile à accepter. « Ça va ?» a demandé Bradley après mon long silence.
Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je voulais la justice, mais... Mais ce sont toujours ta famille, a-t-il terminé pour moi. C'est normal d'avoir des sentiments compliqués à ce sujet, Gordon. Ce serait bizarre si tu n'en avais pas. Après cet appel, j'ai pris une décision qui m'a même surpris. J'ai contacté le bureau du procureur et j'ai demandé une rencontre avec Madison au palais de justice avant sa prochaine audience. Je n'étais pas sûr qu'elle accepterait de me voir, mais 3 jours plus tard, je me suis retrouvé dans une petite salle de conférence à l'attendre. Quand elle est entrée, escortée par un officier de justice, j'ai à peine reconnu. La Madison parfaitement soignée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait l'air à la fois plus âgé et diminué. Elle ne portait pas de maquillage, et ses vêtements de marque avaient été remplacés par un simple chemisier et un pantalon qui semblaient avoir été choisis pour un jury plutôt que pour le style. « Tu voulais me voir ?» a-t-elle dit sans embâche en prenant le siège en face de moi. Pourquoi? J'avais répété ce que je voulais dire, mais en la voyant maintenant, les mots se sont évaporés. J'ai entendu qu'il pourrait porter des accusations d'homicide involontaire, ai-je finalement réussi à dire. Et tu es venu te réjouir? Sa voix était amère, mais manquait du tranchant que je me souvenais. Non, je suis venu demander s'il y a quelque chose que je puisse faire. Elle m'a regardé, incrédule. C'est à cause de toi que je fais face à ces accusations, et maintenant tu veux aider. C'est le comble, même pour toi, Gordon. Je ne voulais pas ça, ai-je dit doucement. Je voulais que la vérité éclate. Je voulais des comptes, mais je n'ai jamais voulu. Laisse tomber, m'a-t-elle interrompu. Tu savais exactement ce qui se passerait quand tu as remis ces documents. Ne fais pas semblant du contraire. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'à un certain niveau, j'avais su où cela mènerait, même si je ne l'avais pas entièrement admis à moi-même. Comment va maman, ai-je demandé en changeant de sujet. Quelque chose a vacillé sur le visage de Madison. De la douleur peut-être, ou de l'inquiétude. Pas bien. Elle boit trop. Elle quitte à peine la maison. L'avocat de papa pense que les procureurs pourraient lui offrir l'immunité pour qu'elle témoigne contre papa, mais elle refuse même d'en discuter. Et papa? L'expression de Madison s'est durcie. Comme si tu t'en souciais. Il n'est plus que l'ombre de lui-même si tu veux savoir. Sa santé se dégrade, le stress de tout ça. Elle s'est interrompue, puis m'a fixé d'un regard accusateur. Tu es satisfait maintenant? C'est la justice que tu voulais? J'ai rencontré son regard avec assurance. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Mais c'est ce que vos actions, toutes vos actions, ont rendu inévitable. Elle a détourné le regard, et pendant un bref instant, j'ai cru voir la première lueur de reconnaissance, d'acceptation qu'elle portait la responsabilité de sa situation actuelle. Mais cela est passé rapidement, remplacé par la colère défensive que je connaissais si bien. Le temps est écoulé, a annoncé l'officier de justice depuis l'embrasure de la porte. Madison s'est levée. Ne reviens pas, Gordon. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Alors qu'elle se tournait pour partir, j'ai parlé une dernière fois. Madison, malgré tout, j'espère qu'un jour tu pourras comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Elle s'est arrêtée à la porte, mais ne s'est pas retournée. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Et sur ce, elle est partie, me laissant seul avec le silence retentissant et le deuil compliqué d'une famille irrémédiablement brisée. 2 ans se sont écoulés depuis ce dîner fatidique chez Madison, lorsqu'une carafe d'eau froide est devenue le catalyseur d'une transformation complète de ma vie. Les poursuites judiciaires contre ma famille se sont finalement conclues il y a 6 mois. Mon père, à 70 ans, a été condamné à 8 ans de prison fédérale pour fraude, évasion fiscale et homicide par négligence. Madison a reçu 5 ans, une peine plus légère reflétant sa coopération avec les procureurs dans les dernières étapes de l'enquête. Ma mère a évité la prison grâce à un accord de plaidoyer, mais a été assignée à résidence pendant 2 ans et condamnée à payer une restitution substantielle. Reynolds Property n'existe plus. L'entreprise a été dissoute, ses actifs vendus pour payer les amendes, les frais de justice et la restitution aux victimes, y compris les familles de ceux qui sont morts dans l'incendie de l'appartement. De nombreux employés ont perdu leur emploi, bien que certains aient été embauchés par les entreprises qui ont acheté divers biens et projets de développement de Reynolds. Quant à moi, j'ai construit une nouvelle vie à partir des cendres de l'ancienne. Mon entreprise de conseil financier a lentement rebondi, avec un nouvel accent sur l'aide aux petites entreprises pour maintenir des pratiques éthiques tout en naviguant dans des réglementations complexes.
J'ai même embauché quelques anciens employés de Reynolds Property qui n'avaient rien à voir avec les activités frauduleuses, y compris Lisa Parker, l'ancienne assistante de mon père, qui gère maintenant mon bureau avec une efficacité caractéristique. Elisabeth et moi nous sommes mariés au printemps dernier lors d'une petite cérémonie en présence d'une poignée d'amis qui m'ont soutenu pendant les jours les plus sombres. Bradley était mon témoin. Nous avons acheté une maison modeste dans un quartier calme. Rien à voir avec les manoirs ostentatoires que ma famille occupait autrefois, mais elle est remplie de chaleur et de liens sincères, quelque chose que je n'ai jamais vraiment connu en grandissant. Le chemin jusqu'à ce point n'a pas été facile ni direct. Il y a eu des mois de dépression après le procès, des périodes où j'ai tout remis en question sur ma décision d'exposer les crimes de ma famille. L'isolement était parfois presque insupportable. D'anciens amis et associés qui m'avaient abandonné pendant le scandale réapparaissent de temps en temps, généralement avec des explications maladroites sur le fait de m'avoir laissé de l'espace ou de ne pas savoir quoi dire. J'accepte leurs ouvertures poliment, mais je les garde à distance. La crise a révélé qui était vraiment dans mon camp, et ce sont les relations que je chéris maintenant. Le développement le plus inattendu est venu il y a 6 mois, lorsque j'ai reçu une lettre de Madison. Elle était en prison depuis 1 an et demi à ce moment-là, et nous n'avions pas communiqué depuis notre rencontre au palais de justice. La lettre était timide, presque hésitante, si différente de la sœur confiante et effrontée que j'avais connue. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici, écrivait-elle. À l'entreprise, à notre famille, à ce qui nous a conduits à ce point. J'ai été en colère contre toi pendant si longtemps, Gordon, furieuse que tu aies détruit tout ce que nous avions construit. Mais dernièrement, je me suis demandé si ce que nous avions construit valait la peine d'être préservé. Plus j'y réfléchis, plus je réalise que papa a créé une culture où couper les coins ronds et enfreindre les règles était normalisé, attendu, voire même encouragé. Et j'ai suivi son exemple sans poser de questions. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait, ce que nous avons tous fait. Mais je crois que je commence enfin à comprendre pourquoi tu ne pouvais pas en faire partie. Après plusieurs échanges de lettres, j'ai décidé de lui rendre visite dans l'établissement à sécurité minimale où elle purgeait sa peine. Ce fut une réunion étrange et émouvante. Le cadre de la prison a dépouillé tous les apparats de la richesse et du statut qui avaient défini notre relation pendant si longtemps. Assis l'un en face de l'autre dans la salle des visiteurs, nous n'étions que 2 personnes essayant de donner un sens à un passé partagé et à des présents très différents. Je n'aurais jamais pensé dire ça, m'a dit Madison lors de cette visite, mais d'une certaine manière, tu m'as rendu service. Pas la partie prison, évidemment. Elle a eu un sourire ironique. Mais être forcé de descendre de la roue du hamster, de réévaluer tout ce que je pensais important, je ne pense pas que je l'aurais fait volontairement. Et qu'as-tu conclu, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux vers ses mains, les ongles manucurés de sa vie passée maintenant simple et court. Que le succès sans intégrité n'est qu'un mensonge élaboré. Que j'étais tellement concentré sur l'obtention de l'approbation de papa que j'ai perdu de vue qui je voulais vraiment être. Que peut-être, quand je sortirai d'ici, je pourrai construire quelque chose de nouveau dont je pourrai être sincèrement fier. Nous ne sommes pas proches, Madison et moi, et ne le serons peut-être jamais. Trop de choses se sont passées. Trop de mots durs échangés, trop de dégâts causés des 2 côtés. Mais il y a un pont fragile qui se construit entre nous maintenant, brique par brique prudente. Ce n'est pas exactement le pardon, pas encore. Mais peut-être une reconnaissance mutuelle que nous étions tous les 2 les produits d'un système familial dysfonctionnel qui valorisait l'apparence plutôt que la substance, la réussite plutôt que l'éthique. Mon père est une autre histoire. Il a refusé toutes mes tentatives de communication, renvoyant mes lettres non ouvertes. Selon Madison, il reste convaincu que j'ai trahi la famille par jalousie et dépit, incapable ou peu disposé à reconnaître les véritables raisons de mes actions. Sa santé s'est détériorée en prison, et Madison pense qu'il ne purgera peut-être pas sa peine complète. Une partie de moi espère une réconciliation avant qu'il ne soit trop tard, mais j'ai accepté que cela n'arrive peut-être jamais. Ma mère appelle de temps en temps, généralement quand elle a trop bu. Nos conversations sont guindées, superficielles. Elle aussi entre me blâmer d'avoir détruit la famille et m'implorer de lui rendre visite, apparemment incapable de décider si je suis le méchant ou la victime dans son récit. Je maintiens le contact par sens du devoir plutôt que par attachement, conscient qu'elle aussi est aux prises avec l'effondrement de tout ce en quoi elle croyait. La leçon la plus profonde que j'ai apprise de tout cela concerne la nature même de la famille. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai défini la famille de manière étroite comme les personnes qui partageaient mon ADN et mon nom de famille.
J'ai mesuré ma valeur à leur approbation et à leur acceptation, même si leurs actions démontraient des valeurs contraires aux miennes. La crise m'a forcé à réimaginer ce que la famille signifie vraiment. La famille, en suis-je venu à croire, n'est pas un hasard de la naissance, mais une communauté de choix. Elle est construite sur le respect mutuel, des valeurs partagées et une attention sincère au bien-être de l'autre. Elisabeth, Bradley et la poignée d'amis qui m'ont soutenu pendant les jours les plus sombres sont devenus ma vraie famille. Les liens que nous avons tissés ne sont pas basés sur l'obligation ou une histoire partagée, mais sur une connexion authentique et une loyauté choisie. J'ai aussi appris le lourd prix de l'intégrité et la nature complexe de la justice. Faire ce qui est juste se sent rarement triomphant sur le moment. Le plus souvent, c'est douloureux, désordonné et plein de conséquences inattendues. La certitude en noir et blanc que je ressentais lorsque j'ai découvert les crimes de ma famille a cédé la place à une compréhension plus nuancée de la faillibilité humaine, y compris la mienne. Il y a encore des nuits où je reste éveillé à me demander si j'aurais pu trouver une autre voie, si les dommages collatéraux auraient pu être minimisés. Mais je me souviens de la lettre de Teresa Carson me remerciant d'avoir apporté une conclusion à la tragédie de sa famille. Je pense aux propriétaires de petites entreprises qui ont été contraints de rivaliser avec les avantages frauduleux de Reynolds Property. Je me souviens des employés qui ont été rendus involontairement complices d'activités illégales. Et je sais que malgré tout ce que cela m'a coûté personnellement, faire la lumière sur la vérité était le seul choix que j'aurais pu faire et continuer à vivre avec moi-même. Le mois dernier, j'ai lancé une fondation à but non lucratif visant à soutenir les lanceurs d'alerte qui dénoncent les malversations d'entreprises, en utilisant une partie de la récompense que j'ai reçue du programme des lanceurs d'alerte de l'IRS. Quelque chose que je n'avais jamais anticipé lorsque je me suis manifesté pour la première fois. La fondation fournit une assistance juridique, des conseils et un soutien financier à ceux qui risquent tout pour défendre ce qui est juste. C'est ma façon de donner un sens à la douleur, de m'assurer que quelque chose de constructif émerge des cendres de la chute de ma famille. Parfois, je repense à ce moment à la table de Madison, l'eau dégoulinant de mes cheveux, face aux mépris unis de ma famille. Je me souviens de la fureur froide que j'ai ressentie en sortant ces documents et en prononçant ces mots, il ne vous reste plus que 5 minutes pour prier. À ce moment-là, j'étais motivé en partie par la droiture, mais aussi par la douleur et la colère face à des années de rejet et de négligence émotionnelle. Le parcours depuis lors m'a appris que la justice sans compassion peut devenir une autre forme de violence. Que rester ferme pour la vérité ne nécessite pas d'endurcir son cœur. Que même au milieu de la tenue des gens responsables de leurs actions, il doit y avoir de la place pour la rédemption et la guérison. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille biologique. Madison sera libérée dans 3 ans, face à la tâche ardue de reconstruire une vie avec un casier judiciaire et un nom de famille notoire. Mon père ne quittera peut-être jamais la prison. Ma mère continue son existence solitaire dans ce qui reste de notre maison familiale, une ombre d'elle-même. L'héritage des Reynolds, construit sur 3 générations, s'est effondré en poussière. Pourtant, de cette poussière, de nouvelles possibilités ont émergé. Non seulement pour moi, mais peut-être même pour Madison, qui semble sincèrement engagée à tracer une voie différente à son retour dans la société. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, a créé un espace pour une croissance et une connexion authentique qui n'aurait jamais été possible au sein du mensonge élaboré qu'était notre entreprise familiale. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est que la véritable intégrité a souvent un prix élevé. Mais le coût de compromettre vos valeurs est finalement bien plus grand. Les choix les plus difficiles, ceux qui opposent vos principes à vos relations personnelles, votre code éthique à votre confort, sont ceux qui définissent qui vous êtes vraiment. Et parfois, perdre tout ce que vous pensiez important est le seul moyen de découvrir ce qu'il est vraiment. Quelle décision difficile avez-vous dû prendre qui a mis votre intégrité à l'épreuve? Avez-vous déjà dû vous tenir seul pour ce que vous croyez juste? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes éthiques. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, le chemin de l'intégrité peut être solitaire par moments, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté.